Naïno passe en mode Jano, on est à fond sur le rap ici, mais on kiffe évidemment les musiques voisines, les musiques cousines, parmi elles le reggae et le dancehall. D'ailleurs, en vrai de vrai, si on remonte aux origines, le rap vient du même endroit, la Jamaïque, ou en tout cas ses descendants basés aux States. Bref, aujourd'hui on accueille un sound system genevois, Little Lion Sound. Bienvenue messieurs. Yes, merci. Est-ce que vous pouvez juste vous représenter, Nicolas Meury? Exact. Et Janali, qui est ton vrai prénom. Exactement. Parce qu'avant on disait en off, hein, Vince t'a demandé est-ce que c'est ton vrai prénom que t'as eu à la naissance? C'est le cas apparemment, hein, c'est le cas. Si j'ai bien compris, t'es d'origine aborigène australienne. Alors je suis pas aborigène, mais ouais, je suis né en Australie et du coup ça vient d'un dialecte aborigène. Ah, ok. Nice. Eh bien vous êtes là pour présenter votre album Kingston Journey et aussi pour parler un peu de business parce que notamment toi Nicolas. Tu as dit quoi, Kingston Journey? Journey. J'ai cru que tu faisais un petit medley avec Johnny. Pardon. Insupportable ce gars. Bref, Nicolas, tu fais aussi partie du label Evidence Music. Voilà, donc blabla mode activé. L'invité de la semaine. Donc, l'invité de la semaine, en fait, c'est donc le groupe en soi, Little Lion. Vous existez depuis 2004, vous organisez des soirées depuis 2006 et depuis 2010, vous avez votre propre studio. Là, en 2019, vous avez sorti votre premier album, Kingston Journey, que je prononce correctement ou quoi? Très correctement. Bah voilà, bravo mec, alors casse pas les notes, gros. Bravo, non, bravo, excuse-moi, vraiment, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir toutes ces années. Messieurs, comment est-ce qu'on conçoit un album de reggae dancehall, surtout quand on est basé en Suisse romande? Ouais, alors bonne question. Bah écoute, en fait, c'est un projet qu'on a voulu créer il y a plus de 2 ans en fait. Et avant ça, on a en fait mis en place des étapes qu'on allait devoir atteindre. Et avant tout, ce qu'on voulait, c'est qu'à l'époque, on produisait pas tant que ça, en tout cas moi pour ma part. Mais on a rencontré énormément de producteurs. Donc le but, c'était en fait de collaborer avec les producteurs qu'on connaît bien à travers le monde, en Suisse aussi, ça c'était très important. Et puis on a récolté en fait tous les instrumentales, donc les instrumentaux, donc les rhythms, Jamaican Way. Et puis une fois qu'on avait ça, et ben en fait on s'est dit qu'on allait partir en Jamaïque et enregistrer en fait la grande partie de l'album. Donc Journey, non, ça veut dire quoi? C'est un voyage? Ouais, c'est ça. Ouais, je cherchais un autre mot, mais oui, on va le traduire comme ça. C'est un séjour, non? Journey même, non? Ouais, mais ça a plusieurs comment dire... Voilà, merci Adrien qui me traduit dans l'oreillette, c'est ça, c'est une aventure, voilà. Voilà. Toi et moi, on a beaucoup d'aventures. Donc, Kingston Journey, ça traduit ça en fait. C'est que vraiment, vous êtes allé là-bas, vous aviez le matériel d'abord ici, et puis vous êtes parti là-bas à l'aventure faire reggae tous ces titres. Exact, c'était ça la mission. Juste parenthèse quand même, parce que bon, moi je connais un peu la scène reggae, je sais qu'on ne dit plus par exemple raga pour le dancehall, mais voilà, expliquez rapidement ce qu'est un sound system, parce que justement tu dis vous avez existé pendant longtemps mais vous ne produisiez pas encore, donc voilà, qu'est-ce qu'un sound system déjà de base? Alors un sound system, le sound system en soi à la base c'est juste un mur de son. Ouais. Et sur lequel tu vas avoir un DJ, des animateurs, des boxman, donc les gens qui vont porter les enceintes. Et du coup, c'est vraiment un concept en soi et c'est plus un collectif, je dirais, où chacun a un rôle différent que des DJ ou un crew dans d'autres styles de musique. Et comment on passe justement d'un sound system où on organise plutôt des soirées, etc., au niveau du dessus où on a envie justement de contribuer à produire, à sortir des projets? Alors il y a un truc dans le reggae particulièrement, c'est les dubplates, donc c'est des titres exclusifs qui sont enregistrés par des artistes en big upant en fait le sound system. Et ils font beaucoup d'argent avec ça en plus. Ils font beaucoup d'argent, c'est un énorme biz. Grosse industrie. Ouais. Argent Hey black. DJ Vince Lee, you are murder. Exact, j'en ai un avec Million Styles. Ouais. Et du coup, en fait, ça, nous, c'est ce qui nous a mis vraiment dans l'environnement du studio. On en a fait un business pendant des années, on continue à le faire. C'est qu'on connaît beaucoup d'artistes, on a notre studio. Et les artistes, s'ils sont en tournée, ils ont des jours off et ils veulent gagner un petit peu d'argent, ils nous appellent, ils nous disent « Ok, là je suis prêt ». Ils viennent, on contacte les sound systems, on enregistre des titres exclusifs avec eux. Et le fait d'avoir ces artistes avec nous, en studio, on s'est dit c'est trop dommage de ne pas pouvoir produire, de les produire, et c'est venu un petit peu petit à petit dans le temps et on en est arrivé là. Juste pour revenir sur les dubplates, ça coûte combien? Enfin, je sais à peu près moi, mais les gens ne savent peut-être pas. Combien ça coûte un dubplate? Alors, un artiste en développement, il va coûter à peu près $100. Un artiste établi, ça peut aller jusqu'à 1500, $2000. Ouais, $2000, ouais.
En gros, il repose par exemple son refrain ou une partie de son couplet, il te big up, il va dire Little Lion, Exact, You Are c'est Murda, le ou meilleur. Kevin Slee. C'est vraiment ça, c'est qu'on dit que t'es le tueur, le meilleur DJ. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que le but en fait des dubplates, c'est de pouvoir faire un clash après. Voilà. Donc de pouvoir en fait se mettre contre un adversaire et de jouer ces morceaux exclusifs contre un autre et que les gens ensuite votent généralement avec les mains ou le bruit. Ouais. Mais par exemple, là, un dubplate de Buju Banton qui est sorti de prison, d'un artiste légendaire reggae dancehall qui est sorti de prison il y a pas longtemps. Donc, Buju, C'est 1500 $. Ah, ok. 1500, Ouais, 2000 $. je pensais que c'était encore plus cher. Non, bah après, c'est 3 minutes de sa vie pour 2000 $. J'avoue. Bah, il faut réaliser qu'il y a eu en fait un événement qui a déclenché une hausse des dubplates, c'est Supercat. Supercat, en fait, à un certain moment, il voiceait plus du tout et il a revoicé des dubplates et à ce moment-là, il demandait 4000. Waouh. 4000 US dollars et en fait, c'est le seul qui a demandé une telle somme et depuis, beaucoup d'artistes, du coup, ont augmenté leurs tarifs. Et ils trouvent ces artistes trouvent des sound systems à travers le monde qui sont prêts à payer des sommes pareilles. Ouais, nous, on a eu des fois des artistes qui partaient du studio avec 30 000 francs, 40 000 francs en 2 heures de travail. Ouais. Et donc vous prenez une commission là-dedans parce que vous faites le lien avec les gens qui veulent faire les dubplates? Non, nous, la base de notre business, linker les gars. c'est qu'on prend les heures de studio, on les prend pour nous, Voilà. c'est nous qui le gérons. Mais après, les artistes, en échange, ils nous offrent des dubplates. Du coup, nous, on n'a pas à les payer. Et moi, je me suis toujours posé une question, justement, parce que je connais cette histoire de business parallèle, finalement, de dubplate dans le reggae. Et quand tu regardes le reggae de l'extérieur, t'as pas l'impression que les artistes, ou même qu'il y a beaucoup de structures, même en Jamaïque, en termes de professionnalisme dans leur façon de travailler. C'est un peu des mecs, j'ai l'impression, qui travaillent assez à l'arrache, en termes même de droits d'auteur, tout ça. T'as l'impression qu'ils en auraient un peu rien à foutre. Oui, d'ailleurs, ils reposaient tous sur les prods des autres et tout Exact. ça. Ouais, ça, c'est différent. Ça, c'est encore différent, mais est-ce que c'est parce que finalement il y a ce business de dubplate que les mecs ont, ou alors peut-être que je me trompe aussi, peut-être tu vas me dire que c'est super sérieux maintenant le business musical en Jamaïque, qu'il y a tout ce qui est comme ici Suiza, qui est hyper carré, tout ça, en plus il y a les plateformes de streaming aussi là-bas, mais est-ce que, si je me trompe pas, est-ce que finalement le business des dubplates fait que les mecs ont aucun intérêt finalement à avoir un business beaucoup plus carré comme des artistes traditionnels, parce que de toute façon ils se font tout cet argent au black en cutant des dubplates pour les sound systems? Non, je pense que effectivement, la Jamaïque, elle souffre énormément d'un manque de professionnalisme, mais qui s'améliore énormément aujourd'hui. Okay. Mais que les dubplates, ce qu'il faut comprendre, c'est si tu as un hit, tout le monde va vouloir ce morceau-là. Quand le hit est passé, il n'y aura plus que certaines personnes qui le voudront et ton business, il périclite assez vite. Okay. Tu peux pas reposer toute ta vie sur l'argent des dubplates, mais après c'est clair qu'elle nourrit énormément de personnes en Jamaïque et c'est une industrie à part entière. Et c'est aussi ça qui fait qu'il y a énormément de studios en Jamaïque, c'est que les studios arrivent à tourner pas seulement par l'argent des producteurs ou comme ça, mais c'est que l'argent qui va être payé pour les dubplates permet d'avoir plein de studios et plein d'opportunités. C'est ouf, mais juste je disais ça parce que les redeems, c'est quand même un truc où il y a que chez les Jamaïcains qu'il y a autant de gars qui se font tourner des prods. Enfin, les Quinry, ils font des remixes officiels. Vous pouvez expliquer peut-être aux auditeurs c'est quoi un rhythm, comment ça marche tout ça? Ouais. Alors les redeems en fait c'est souvent les producteurs qui vont faire un instrumental et en fait plutôt que de faire un single où il y aura qu'un seul chanteur qui va chanter dessus, il y en aura plusieurs. Ça peut varier, ça peut être de 2 à chanteurs jusqu'à des fois 15 versions, 20 versions. Voilà. Et des fois quand un redeem... Et que les gars ont des titres entiers sur la même prod, c'est ça la différence. Exactement. Et nous en soirée par exemple, on va juggler, donc on va mixer ça. Ouais. Et donc du coup on va jouer peut-être un couplet, un refrain d'une version et puis enchaîner directement à la deuxième version. Ouais. Et puis après il arrive même parfois que le redeem a tellement de succès qu'ils font une deuxième enregistrement avec encore une quinzaine d'artistes. Voilà, ouais, ça il y a des espèces de gros, après des pussycats comme ça incroyables. Mais ça à l'époque où justement les disques se vendaient vraiment physiquement, que ce soit surtout en vinyle pour les DJ où tu achetais ces albums de redeem où tu avais la même instru sur 12 titres différents, j'imagine qu'à ce moment-là les producteurs s'y retrouvaient vraiment. Financièrement. Aujourd'hui, en tant que producteur, comment tu te retrouves quand tu fais un redeem? Le truc, c'est que ça te réduit énormément les coûts de mixage, les coûts d'enregistrement pour les personnes que tu vas pouvoir prendre sur ces instrumentales. Une fois que tu as ton instrumental, tu n'as plus qu'à contacter les artistes et ils vont chanter dessus. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que si les artistes savent qu'il y en a un super connu qui est sur le redeem, c'est potentiellement un hit. Si toi, tu vas poser sur cet instrumental qui va avoir un hit, tu as beaucoup plus de chances d'en avoir toi un également.
C'est beau tout ça. Je propose d'écouter on avait à la base prévu de rester déjà concentré sur l'album. Ouais. C'est tellement intéressant. Moi, c'est une scène que évidemment j'adore et j'en écoute pas assez, mais quand même, je me suis saigné à certains. Ouais, puis leur des readings comme ça. leur façon d'aborder le business de la musique en Jamaïque est propre et Exact. unique. Il y a personne, je crois qu'il n'y a aucune autre scène musicale qui fonctionne comme ça. Exact. En tout cas, justement, je me suis toujours demandé pourquoi les rappeurs faisaient pas. Maintenant, payer $3000 à des mecs pour dire que t'es le meilleur. Tu vois, c'est pas du tout la même culture, quoi. C'est très précis à eux. On écoute un extrait de votre album. Donc, vous êtes à la base là pour parler de cet album, Kingston Journey. Le titre en question, c'est In My Arms et l'artiste invité, c'est Natel ou Natel. Natel comme un. Exactement. Allô. In My Arms avec Natel, cet extrait de l'album Kingston Journey. Et on est avec le sound system Little Lion Sound pour parler de tout ça. L'interview. Alors justement maintenant, si on se rebase un peu sur cet album, est-ce que tous ces artistes, la plupart sont... Il y a que des Jamaïcains dans les invités ou... Non, il y a également un Brésilien. Ouais, c'est Et tout. c'est tout, ouais. Que des- Ok. Bah, est-ce que justement, comment ça se passe pour capter, parce qu'il y a des pointures, hein. Il y a justement Bugle, c'est quand même, il est super connu, on est d'accord, hein, je me trompe pas. Et puis j'imagine la plus grosse pointure qu'on va écouter tout à l'heure, c'est Capleton. Ça c'est vraiment Une l'immense légende. gars, voilà, Immense. immense légende. Et comment on fait pour capter ces gars-là? Bah écoute, en fait, à la base, c'était des artistes comme Capleton, par exemple, on a déjà collaboré avec. Ouais. Nico, il pourra en parler plus précisément, mais on a déjà un single avec lui sur le label. Donc c'est quelqu'un qui sait qui on est, ce qu'on fait. Et puis on l'a contacté à travers Mixing Finger, en fait, qui est son ingénieur du son en Jamaïque. Donc c'est toute une question de contact. Et puis c'est une petite île et il y a une grosse motivation à tout ce qui est musical. Donc en fait c'est assez facile de faire les contacts. Après pour Capleton, c'était une belle collaboration. On l'a rencontré sur place, on était au studio et puis c'était plutôt agréable. Après le but c'était aussi de travailler surtout avec des artistes qui n'étaient pas très connus. Donc c'est vrai que tu les as pas mentionnés, mais il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de se développer. Et Tu puis, peux en citer quelques-uns si tu veux. Ouais, c'est vrai que je pense beaucoup à Isa, qui est un jeune artiste que j'avais découvert en fait récemment avant de partir en Jamaïque et qu'on a contacté sur place. Et puis du coup, la collaboration est beaucoup plus facile aussi parce qu'il y voit aussi un intérêt de pouvoir collaborer avec des producteurs suisses, puis qu'on a une certaine réputation aussi. Donc le contact se fait assez facilement. Alors justement là j'ai une question un peu provoque, mais parce que je sais que historiquement quand même les Jamaïcains ont un rapport avec justement, enfin il y a des problèmes dans les Antilles, il y a des problèmes liés aux couleurs de peau déjà de base. Moi je suis moitié haïtien. Je sais qu'il y a eu enfin, il y a toujours un truc où quand même quand on fait du reggae ou du dancehall depuis l'Europe, qu'on est blanc, enfin voilà, on se comprend. Peut-être qu'on arrive là-bas, qu'on n'est pas pris au sérieux. Moi j'avais entendu des histoires de mecs qui s'étaient fait pas mal carotter là-bas, etc., etc. Il y a des problèmes de violence aussi quand même. Kingston, je pense que c'est pas le truc où tu te balades n'importe où quand tu veux. Comment ça se fait comment on fait pour acquérir une crédibilité là-bas? Et j'ajoute juste un truc aussi, c'est que rappelle-toi, dernièrement il y avait aussi des questions d'appropriation culturelle, ne serait-ce que les Jamaïcains qui reprochaient aux rappeurs américains de commencer de plus en plus à poser sur des trucs avec des vibes tropicales. Donc justement, comment ces questions-là, presque sociétales, se retranscrivent quand on veut faire du business avec des Jamaïcains qu'on est genevois à la base? Je pense, nous on a la chance du coup d'avoir commencé vraiment tôt. Moi j'ai commencé à l'âge de 12 ans, Jenali devait avoir 15 ans et on a collaboré avec des artistes depuis ce temps-là. Beaucoup d'artistes nous connaissent, on a aussi une certaine réputation dans le milieu et ça facilite beaucoup de choses. Vous parlez patois? Ouais. Ok. Et le truc, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que si tu apportes du business, si tu travailles bien et que l'artiste voit un bénéfice à collaborer avec toi, c'est génial. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui vont aller faire des productions, qui ont de l'argent, qui vont juste payer, mettre sur la table de l'argent, ils vont faire une production, il ne va jamais rien en advenir. Et ça, en fait, ça tue le business. Parce qu'après, les artistes voient un peu les Européens comme des pompes à fric. Des pompes à fric, et puis également, c'est frustrant. T'as posé une tune, t'en es super content, hein, ça sort jamais, et le gars, il l'écoute juste dans son salon, il est tout heureux. Et ça, vraiment, je pense que ça tue le business. Mais je pense aussi, aujourd'hui, les choses, elles ont beaucoup évolué en Jamaïque, et ils savent que, voilà, maintenant, la musique, elle est globale. Et que le tourisme jamaïcain, il est nourri aussi par le reggae, le dancehall et la musique qu'elle porte. Moi, j'ai une petite expérience d'avoir bossé avec des artistes jamaïcains, dont j'avais bossé avec Allo Zaid,
pour ma compil album Invincible, et j'avais sorti un single avec Calipi. T'as pas eu Popcan, mec? Ouais. Exactement, avec Firefly et Riga. Et quand on était avec Popcan à l'hôtel pour enregistrer le truc, Popcan n'était pas du tout. Il n'était pas super sympa. C'est à peine s'il nous a parlé vraiment, tu vois. Le gars, il nous calculait mais il a enregistré son titre, donc c'était pour ça qu'on était là. Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans des situations avec des artistes des fois où ok, vous faites un truc ensemble, mais en termes de feeling, c'est pas trop ça, quoi? Je pense pas sur l'album, je pense pas du tout. Non, pas spécialement. Après, il y a eu des situations qui étaient un petit peu, qui étaient nouvelles. En tout cas, voilà, moi c'est vrai que je me rappelle être au studio à Bugle et l'ingénieur du son qui, au moment où va s'asseoir sur son siège pour se mettre devant l'ordi, se relève parce qu'il a un truc derrière qui le dérange et en fait c'était un flingue, quoi. Donc il le pose et puis après il se rasseye normalement. Voilà, c'est des scènes qu'on voit pas chez nous et que voilà, sur le moment c'est assez intense. Mais en fait, ce que je réalise beaucoup aussi, c'est de qui on est, avec qui on est en fait, avec qui on est accompagné en fait. Ça changeait beaucoup. On s'est retrouvé dans des situations qui étaient des fois dans des lieux où on devrait pas être seul, mais on était bien accompagné. Donc on n'a jamais eu vraiment de situation trop stressante. Désagréable. Ouais. Et aussi encore une question liée à toute la scène reggae dancehall. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont fait, je sais même pas d'ailleurs s'ils sont aujourd'hui encore permis, autorisés à chanter, mais je sais qu'il y avait pas mal de lieux qui avaient interdit maintenant des artistes pour tout ce qui était lié aux propos homophobes. Et puis c'est vrai que si on traduit certaines tunes, les mecs burn them chichiman et tout, en gros ça veut dire brûle des homosexuels, etc. Qui est lié d'ailleurs, ça c'est hyper intéressant, j'ai lu ça dernièrement, qui est lié en fait au passé colonial de la Jamaïque, parce qu'ils ont été colonisés principalement par des évangélistes, en tout cas des chrétiens anglophones, etc. Et apparemment cette homophobie a été vraiment inculquée et maximisée sur l'île à l'époque de la colonisation. Donc il y a une espèce de truc aussi intéressant à voir du point de vue post-colonial, exactement. Mais voilà, où on en est où aujourd'hui avec tous ces discours-là et puis les interdictions Je pense qu'aujourd'hui les artistes savent qu'ils ne peuvent pas tenir des propos comme ça s'ils veulent enregistrer un morceau, s'ils veulent que leur musique s'exporte et avoir des concerts. Je pense qu'il y a eu une énorme pression qui a été faite sur le reggae et le dancehall par rapport à ça, et les artistes ont réagi, ils ont très bien compris, et si tu peux plus tourner en Europe, aux États-Unis, ta carrière elle est finie ou tu gagnes plus assez d'argent. Et à l'inverse, tu te rends compte aussi quand tu es en Jamaïque que cette homophobie elle est tellement profonde dans la société, que tu vas à une soirée et en fait tout d'un coup ils vont te jouer des versions des tunes qui le sont totalement, ou si tu veux avoir le plus gros forward dans la soirée, c'est si t'es pas pédé tu lèves ta main en l'air et il y a tout le monde qui va le faire. Ah ouais. C'est vraiment, tu te rends compte que c'est dans la culture, mais par contre la pression je pense qui a été faite sur les artistes a amené au fait que eux ils en sont totalement au courant et ils savent que quand ils viennent en Europe ils se permettraient jamais d'avoir des propos comme ça, et c'est même pas qu'ils vont être d'accord avec ça, c'est juste que c'est dans ta culture, dans ta soirée, c'est que si tu le dis pas, tu l'es. C'est un petit peu et t'es là, vraiment un problème par rapport à ça. Je trouvais intéressant en tout cas cette espèce de retour de flamme où tu vois, on va avoir tendance à regarder les Jamaïcains hyper homophobes et tout, puis en fait t'apprends que plus ou moins historiquement ça a été inculqué par des Anglais. C'est un peu toujours les religieux qui ont inculqué ça un peu partout dans le monde. Ouais, totalement. On écoute le titre In The Game, Capleton, Mista Savona, dans lequel il n'y a aucun propos homophobe, vous garantissez? Garanti. 100%. C'est cool, on écoute In The Game, Capleton, Mista Savona, cet extrait de Kingston Journey, Little Lion Sound sur Nayuno. La légende du reggae Capleton avec Mista Savona, le titre In The Game figure au tracklisting de Kingston Journey. Le sound system Little Lion est dans Nayuno, ma gueule. L'interview. Jano. Tu as voulu le faire. Le reggae dancehall dans les années 2000, ça a vraiment explosé. C'était super fort. Il y a eu Sean Paul qui a porté le truc jusqu'aux Grammy Awards, à vendre des millions de disques. On a eu ensuite, Movado, Vybz Kartel, des mecs qui ont cartonné. Mais depuis, il n'y a pas vraiment eu un... Elephant Man. Oui. Aussi. N'oublie pas Elephant Man. Elephant Man, il y en a eu plein d'autres. Mais j'ai l'impression que depuis Vybz Kartel, finalement, ça doit faire 7 ans, 8 ans, peut-être toute la dernière décennie. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un vrai renouveau en termes de tête d'affiche dans le dancehall. Et en même temps, au niveau de ce que je vois moi, par exemple dans les soirées hip-hop, où le dancehall c'était un truc qu'on jouait beaucoup,
On en joue beaucoup moins. Ça a été un peu remplacé par Afrobeat, les trucs nigériens. Mais les hits de dancehall, ils font encore Murder She Wrote et tout. Oui, les classiques marchent toujours, mais il y a beaucoup moins de nouveaux trucs jamaïcains qu'on met dans nos playlists, en tout cas nous, dans les soirées hip-hop. Ou alors, est-ce que c'est pas les trucs des Quinry, justement, à la Voilà, justement, j'en arrive là aussi. C'est que cette sonorité dancehall, un peu cette rythmique un peu caribéenne, un peu dembow, tu la retrouves un peu partout aujourd'hui, finalement, dans le rap. Notamment dans le rap, que ce soit Quinry ou alors français, ou enfin, je veux dire, là, en France, on a carrément labellisé ça, le rap français un peu dancehall, comme la Zumba. Ouais, la Zumba, c'est presque plus reggaeton pour le coup. Ouais, mais oui, c'est dérivé. Mais ça mange un peu, j'ai l'impression, sur le terrain du dancehall. Comment est-ce que vous vivez ça, vous voyez ça, même à travers, que ce soit à travers les productions ou même les soirées, simplement Pas en contexte de coronavirus, évidemment. Honnêtement, moi, je suis un selecta, donc j'aime bien faire mes recherches et puis rafraîchir mes sélections le plus possible. C'est vrai qu'au niveau dancehall, même moi, je m'y retrouve un peu moins, honnêtement. Il y a 2-3 artistes surtout des artistes, des femmes qui sortent pas mal, comme Shansia, Kofi. Donc voilà. Kofi, c'est trop bien. Voilà, donc on a quand même une vague de certains artistes. Lila Ike aussi, qui est vraiment... mais on est plus dans quelque chose de reggae, donc pas trop dancehall. Mais c'est vrai qu'en lien avec ce que tu viens de dire, c'est que nous, on joue de plus en plus d'afrobeat aussi. C'est vrai que l'Afrique commence à rentrer de plus en plus en Europe, aux States. Et nous, moi particulièrement, je ne suis pas en tant que selecta, mais je suis un grand fan. C'est vrai que Burna Boy, j'écoute ça pas depuis 1 an, mais depuis 3 ans et demi, je crois. Voilà, que ça vient du Nigeria, que ça vient du Ghana, que ça vient de Tanzanie, Bongo Flava, enfin tous ces styles-là. C'est vrai que moi, je digue de plus en plus là-dedans. Même si j'ai toujours un œil sur le dancehall, il y a quand même 2-3 jeunes artistes qui s'en sortent bien, mais j'ai l'impression que ça atteint moins l'Europe et les States. Et par exemple, rien qu'en termes de soirée, en fait, là on est à Lausanne, les studios de Couleur 3 sont à Lausanne. Avant, à Lausanne, il y avait des soirées dancehall de ouf au Loft ou dans d'autres endroits. Et aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Je sais que vous en faites plein encore, surtout à Genève. Quels sont les lieux un peu où vous les faites à Genève? Ouais, est-ce que vous en faites toujours Ouais, nous on a la chance de pouvoir collaborer avec pas mal de différents lieux pour des résidences. Il va y avoir le PTR, le Chat Noir, le Village du Soir, le Mambo. Ah ouais, le Mambo, ok. On a 5 ou 6 résidences, en tout cas mensuelles. Diamant Noir aussi. Ouais, Diamant Noir à Genève. Mais par contre, c'est vrai qu'à Lausanne, c'est presque totalement absent. Il y a Soldia Sound qui continue à faire de temps en temps. Je sais, il y a High Pressure qui font quelques soirées, mais que c'est beaucoup moins. Et que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens aussi qui viennent aux soirées. Nous, le format des soirées, il s'est réduit. C'est qu'avant, on tablait sur 600, 800 personnes, et maintenant, ça va plus être des soirées à 150, à 300 personnes, si c'est purement reggae dancehall. Du coup, c'est une réalité d'aujourd'hui, et c'est aussi moins dans le mainstream, quoi. Le reggae et le dancehall, t'en entends beaucoup moins à la radio, ça passe un petit peu, et puis il n'y a plus des fans de reggae comme il pouvait y avoir avant. Donc, Mais est-ce que vous, ça c'est un truc où vous dites, ouais, nous il faut à ce moment-là, en tant que sound system, en tant que producteur, est-ce qu'il faut qu'on change de son, est-ce qu'il faut... vous parliez avant de jouer pas mal d'afrobeat aussi. Est-ce que ça, c'est un peu... Ce qui est un bel aller-retour d'ailleurs, parce qu'à la base, les Nigérians et les Ghanéens, etc., il y avait des trucs qui ressemblaient vraiment. C'était hyper jamaïcain dans les ambiances, même les anciens P-Square et tout. Tu avais déjà évidemment des ambiances hyper afrobeat, mais la manière de parler et tout ça, des fois, tu pouvais presque confondre un Nigérian et un Jamaïcain. Et puis là, maintenant, tu as cette espèce de... Alors que c'était déjà un aller-retour. L'Afrique, la Jamaïque, ça revient, ça fait des... En fait, comme Nico l'a dit, on a des résidences dans des clubs qui sont bien différents aussi, en fait. Donc du coup, on doit s'adapter aussi et on va s'adapter d'une part, et puis d'une autre part, ça nous permet un petit peu d'aller voir d'autres horizons en fait. Donc on va mixer au Village du Soir. Moi, je vais jouer peut-être un peu de reggaeton. Alors, moi, je le trie énormément. Tu joues ce que tu kiffes, quoi. Exactement. Et puis du coup, ça va vraiment dépendre. Après, si on est au PTR, ça sera vraiment en mode sound system. Ça sera reggae, dancehall toute la soirée avec notre sound system. Et là, du coup, on représente ce qu'on aime en fait au fond, quoi. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on voulait quand même parler justement un peu de la casquette Evidence Music. Donc ça, c'est toi, Nicolas, avec ton collègue Eloé de la Vega. Ouais, et également son frère Nicolas Maître. Yes. Donc vous produisez quand même Danitza, qui est une artiste, en tout cas les 2 dernières années, qui a fait vraiment beaucoup parler d'elle dans les musiques urbaines en Suisse, et d'ailleurs au-delà de la Suisse aussi. Elle a eu toute une résidence aux États-Unis, là où elle est allée enregistrer son album, c'est ça? Exact. Et puis vous avez sorti les projets de Osadia, là vous avez un projet avec une chanteuse de Bruxelles qui s'appelle Maïna.
Comment ça tourne? Comment est-ce qu'on fait tourner un label en Suisse? On n'aura malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails, évidemment. Tu reviendras peut-être juste pour l'occasion, mais déjà, est-ce qu'on peut vivre de la musique quand on a un label en Suisse? Tu peux t'en sortir. Après, c'est très compliqué et c'est énormément de travail. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va sortir peut-être 2 albums par mois. Depuis quoi, on a sorti 2 albums par mois durant les 3 dernières années. Ah ouais, autant, ok. Ouais. Le catalogue d'Évidence, c'est à peu près 1500 tracks. Mais produites. c'est des albums d'artistes, enfin genre un artiste fait un album chaque Ouais, exact. Il va y avoir, enfin, ce qu'on essaie de faire maintenant beaucoup, c'est des albums avec des producteurs. C'est-à-dire que comme on a beaucoup de liens avec des chanteurs, on va prendre un producteur. Bon, typiquement ce qu'on a fait avec Oseadia un petit peu, mais on l'applique aussi beaucoup au reggae et au dancehall. On va inviter des artistes à collaborer avec le producteur et ça nous permet d'avoir un joli album avec des beaux feats. Mais ça doit être un travail de forcené, ça, 2 projets par mois. Ouais, bon, entre la réalisation, la promotion, c'est chaud. Et c'est ça qui nous permet d'en vivre, je pense, c'est d'avoir un c'est la rythme quantité en fait. Enfin, Ouais. évidemment, vous misez sur la qualité dans la des qualité, produits, mais... et puis après aussi, c'est que tu as un schéma de travail. Mais ce qui est dur, c'est que tu es tout le temps sur plein de projets en même temps. Et sinon, en fait, tu as aussi une autre stratégie, c'est de te focaliser sur 1 ou 2 artistes, tout faire avec, et après c'est un autre business, tu vas faire plus un deal à 360 en faisant du management et tout. Nous vraiment ce qu'on fait c'est de la production, et on va accompagner l'artiste, on va faire les mix, les masters, tous les plans de communication, on va accompagner dans la C'est un peu ce que vous avez fait quand même avec Danitza ou bien... Ouais, avec Danitza on a ça fait c'est l'artiste principal du label en fait. Non, Danitza, on a collaboré énormément avec elle et on continue de collaborer avec elle, mais qu'il y a des artistes plus big aussi dans Evidence Music, à l'image de Brother Culture, qui est un des MC de Prodigy, et avec qui on a fait les Prodigy de drum and bass. Exact. Ah ouais. Waouh. Et on a produit ses 3 derniers albums. Ok. Il y a plein de choses qui sont peut-être qui passent un petit peu plus hors radar parce que Oui, surtout pour plus nous en tout cas, en spécialisé. plus, ouais. Exact, mais que dans le reggae c'est vraiment big. On a collaboré avec Shaggy, avec Conscience, Chensia. Vous avez sorti carrément des projets pour Shaggy? Pour Shaggy, on a sorti un single avec Shaggy. Waouh. Wasn't me. Hop. Et ouais, c'était juste avant l'album qu'il a fait avec Sting, qui a gagné le Grammy Awards. Et on a failli avoir 2 prods dans l'album avec Sting, ça aurait été magnifique, ça s'est pas fait, mais Incroyable. c'était son dernier single en tout cas avant l'album avec Sting. Wow. Putain, mais vous arrêtez jamais parce qu'entre ça, la production de disques, les albums, les tournées, les dubplates, les machins, enfin vous dormez des fois? Ça, je sais pas. Bah, On nous a posé la même question à Zurich, c'est marrant. ouais. On essaye de temps en temps. C'est quoi la suite du coup, notamment Danitza, et un album prévu? Alors Danitza, il y a un album qui arrive, ça va être à l'automne cette année. Il y a un nouveau single qui va arriver en avril. Du coup, là, on est vraiment à fond. On veut pour elle un développement beaucoup plus à l'international. Là, je pense qu'on a ratissé la Suisse à fond. Et maintenant, la vision, c'est vraiment de pouvoir s'exporter avec Danitza et pouvoir la présenter à l'étranger. Du coup, on se réjouit. Ça, vous sentez que ça peut prendre? Ouais, on a des beaux featuring aussi avec des artistes très bien établis dans certaines régions du monde. Du coup, je pense que ça va être très intéressant. Un nom. Non, je peux pas. Je peux pas. Attends, il a Regardez répondu, le j'ai dit système. un nom, il a dit non, donc c'est bon. Un nom. Bah écoute, on se réjouit évidemment. On aura, j'espère, l'occasion d'en reparler par rapport à Evidence Music. Mais là, en tout cas, vous êtes venu surtout en tant que Little Lion Sound. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, Little Lion Sound sur Instagram, hein, comme ça, comme j'allais dire, comme ça se prononce. Si vous savez parler l'anglais, vous savez comment ça s'écrit. Evidence Music aussi sur Instagram avec un point entre Evidence et musique. Le projet Kingston Journey est disponible sur toutes les plateformes. Et là, par contre, on va écouter un titre avec. Donc, c'est produit plutôt par Evidence Music. Ça s'appelle Harmony et c'est en featuring avec Maïna, cette chanteuse de Bruxelles. Exact. Merci infiniment. Vous revenez quand vous voulez dans Now You Know. Merci. Skrrr.